Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'émission d'hier commençait à Londres au printemps 1944. Celle d'aujourd'hui commence à Londres au printemps 1944, le 5 juin exactement. Toujours aussi mauvais temps, mais dans la soirée, la pluie a l'air quand même de vouloir se calmer. Il y a un homme, il est visiblement âgé d'une trentaine d'années, qui sort de la station de métro Temple à 7 heures dans la soirée, où il a les cheveux bien gominés, comme c'était la mode à l'époque dans ces années 40, coiffé vers l'arrière, les oreilles légèrement décollées. Il a un bel air assuré, Frank Bauer. Il est le speaker de l'émission de la BBC, du fameux programme, est-ce que j'ai besoin de vous dire, les Français parlent au français. D'habitude, l'émission a lieu dans la soirée, mais depuis quelques jours, on a un petit peu bouleversé les grilles, comme si quelque chose d'inhabituel était en train de se préparer. Frank Bauer est le speaker qui ouvre l'émission en compagnie de plusieurs de ses confrères depuis 1941. Sa mission est donc de prendre le micro tous les soirs. Il aura 717 fois en tout pendant la guerre, 717 fois prononcé cette phrase. Ici, Londres, les Français parlent aux Français. Et les semaines passant et les mois, Frank Bauer va préciser de plus en plus. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Et vous savez qu'il s'agit de communiquer des informations cryptées à différents groupes de résistants, à des espions. Il s'agit de faire connaître les ordres de Londres, que ce soit de l'état-major anglais ou bien des bureaux même du général de Gaulle d'ailleurs. Frank Bauer plus tard témoignera qu'il n'avait aucune idée des informations qu'il transmettait. Il se contentait de lire ces phrases sibyllines. Et quand l'émission commençait, on lui donnait la feuille et il y avait les codes secrets. Depuis plusieurs jours, les grilles ont donc changé. L'émission n'est plus diffusée dans la soirée, mais il y a des passages à 12h30, à 3h30 de l'après-midi, à 6h30, à 21h30. Frank Bauer le sent bien, un grand événement se prépare, mais d'ailleurs tout le monde ne parle que de ça. Il voit que le nombre de soldats et d'officiers s'est accru dans des proportions folles ces dernières semaines. La capitale londonienne est en pleine effervescence. Les amis qui voyagent un peu dans le sud de l'Angleterre, pas très loin de la côte, lui ont parlé de ces camps qui sortent partout de terre. C'est quand même près d'1,5 million de soldats qui résident pas loin de Londres. Et ce soir-là, donc, à 21h30, il est devant son micro et il commence, comme tous les soirs, « Ici Londres, les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Yvette aime les grosses carottes. Message important pour Nestor, la girafe a un long cou. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Le coq chantera 3 fois, etc. Il fait chaud à Suez. Et les messages, pour certains, c'est du bluff, ils ne veulent rien dire. Il y en a d'autres, bien sûr, qui sont très importants. Ne faites pas de plaisanteries. Le sapin reste toujours vert. Et Franck sent bien qu'il participe à quelque chose qu'il dépasse complètement. Se trouvent en France des personnes qui, à l'écoute de sa voix, vont se mettre en action, vont aller détruire telle ou telle infrastructure, ou bien aider des parachutistes à atterrir, ou à réceptionner un colis d'armes, ou à couper des lignes de communication, bien sûr. Et ce soir-là, il y a un message qui est devenu très connu et qui termine la séquence « Blesse mon cœur d'une langueur monotone ». Ce vers, c'est la réponse au message qui était passé 4 jours plus tôt, le 1er juin, les sanglots longs des violons de l'automne. Ça voulait dire attention, tenez-vous prêts, c'est pour bientôt. Et puis la fin du vers, évidemment, de ce poème de Verlaine, la chanson d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocante et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure, et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et nous y sommes en ce matin du 6 juin 1944 sur ces plages normandes, 156 000 soldats
vont débarquer sur le sol occupé de la France, 133 000 par voie de mer, 23 000 qui sont déjà arrivés par les airs. Ce jour-là, 10 000 hommes seront tués ou blessés ou déclarés disparus dans le camp allié, à peu près le même chiffre du côté allemand, ce qu'on a parfois tendance à oublier. La progression des soldats allemands est ralentie par l'action de sabotage des résistants. Tous ceux qui viendraient à l'appui des forces de défense allemandes en Normandie sont gênés par la résistance, bien entendu. Et il y a toujours ces messages qui arrivent par la BBC. Dans son histoire du débarquement de Normandie, voici ce qu'écrit Olivier Vieviorca. Les Alliés avaient assigné aux forces clandestines 4 tâches. Perturber le trafic ferroviaire, interrompre les communications, freiner la marche des renforts allemands vers la Normandie et déclencher une action de guérilla. Mais quelle place le haut commandement assignait-il à la résistance ? De ce point de vue, l'opacité régnait. Certes, toutes les formations militaires ou paramilitaires avaient été en février 1944 nominalement versées dans les forces françaises de l'intérieur, les FFI, puis placées sous les ordres du général Koenig. L'intégration dans la chaîne du commandement restait toutefois confuse. Côté français, en effet, la résistance intérieure, par la voie de la commission d'action du Conseil national de la résistance, noyautée par les communistes, réclamait le commandement de la résistance intérieure et lançait ses propres directives, ce qui affaiblit l'autorité du vainqueur de Bir Hakeim. Mais à la suite de messages diffusés par la BBC, la résistance entra en action, déclenchant, malgré les réserves françaises, mais à la demande expresse d'Eisenhower, l'ensemble des plans prévus sur le territoire français. Le commandant en chef escomptait tout à la fois obtenir un effet de masse et égarer les Allemands sur le lieu réel du débarquement. Toujours cette volonté de camoufler les choses. Le débarquement maintenant a lieu et la résistance va pouvoir poursuivre son œuvre. Vous écoutez Radio Classique. Les résistants basés en France ne savent pas, évidemment, ni le lieu exact, ni le moment exact du débarquement. Les Alliés ne peuvent pas se risquer à donner de telles informations capitales à des civils qui, après tout, risqueraient de se faire arrêter, d'être torturés. Enfin, vous connaissez tout ça, bien sûr. Aucun résistant ne sait donc si le débarquement a vraiment lieu dans sa région. Seulement, les sabotages qui vont s'opérer dans toutes les régions de France ont un impact. Ils vont participer au ralentissement de l'information et surtout à celui de la progression des troupes allemandes vers les côtes où a lieu le débarquement, donc les côtes de Normandie. Les résistants en Normandie ont reçu beaucoup de demandes précises. Ça fait d'ailleurs plusieurs semaines que tous les groupes de résistance ont commis déjà des attentats. Dans les 5 mois qui ont précédé le jour J, les Allemands ont pu voir 500 de leurs convois ferroviaires dérailler. Et c'est d'ailleurs en voyant ces chiffres que Churchill s'est convaincu d'armer davantage la résistance française. Jusque-là, il était assez méfiant, Churchill, de cette armée de l'ombre qu'il estimait trop noyautée par les communistes. Il craignait que les armes envoyées ne finissent un jour dans les mains de ceux qui auraient aimé que la France ne devint pro-soviétique à la libération. Bref, au total, plus de 1000 sabotages sont réalisés par la résistance dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. On désorganise autant qu'on peut les Allemands dans cette région côtière. Les historiens estiment que de nombreuses troupes ont été effectivement retardées. On pense que les Allemands ne sont arrivés sur la zone de combat qu'avec au moins 2 heures de retard, ce qui paraît pas énorme, mais ce qui est considérable quand vous êtes dans une opération aussi importante et précise que l'opération Overlord. Chaque minute est décisive et donc gagner 120 minutes, c'est pas rien. Pendant les journées des 5, 6 et 7 juin, ce sont près de 120 résistants qui vont se faire tuer par les Allemands, dont quelques-uns par des troupes alliées qui ont tiré sur des Français. Comme il y a eu des balles perdues, si je puis dire. Voici ce que l'état-major anglais reçoit aux alentours du 18 juin 1944 par la résistance globale française. Voici le message. Les résultats des groupes de résistance dans les 10 premiers jours de la bataille ont été beaucoup plus grands que ce que l'on pouvait raisonnablement espérer. Les rapports complets n'ont pas été reçus, mais les preuves parvenues jusqu'ici montrent que le réseau ferré français a été si disloqué que le mouvement des troupes et des ravitaillements par fer a été rendu, sinon impossible, du moins soumis à des retards d'une longueur imprévisible. Ce sabotage ferré a été particulièrement réussi dans le sud-est de la France et dans la vallée du Rhône, où, à part 1 ou 2 trains locaux,
le mouvement est au point mort depuis plusieurs jours. Le résultat conjoint des sabotages sur les voies ferrées et les télécommunications a eu pour conséquence de rendre incroyablement plus difficile pour les Allemands de coordonner, voire, dans certains cas, d'effectuer en temps raisonnable les mouvements de leur formation de réserve. Et un petit peu plus loin dans ce même rapport, il est dit que les troupes allemandes ont été ralenties de 2 jours, en tout cas pour celles qui, venant de loin, remontaient en direction du débarquement allié. Toutefois, il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération sur ce sujet. Les Alliés voyaient le soutien des résistants français comme un plus, si vous voulez, comme un accompagnement. Sans la résistance française, les Alliés auraient probablement agi de la même façon. Ce qui est certain, c'est qu'ils auraient eu plus de mal et que les pertes auraient été très supérieures. Dans son livre « Le débarquement, vérité et légende », qui est paru aux éditions Perrin, dans la collection Vérité et légende, Nicolas Aubin consacre un chapitre à étudier l'impact, justement, cet impact réel de la résistance au moment du débarquement. Et voilà ce qu'il écrit pour conclure son étude. Dire que la participation de la résistance n'a pas été essentielle au débarquement ne signifie pas que la résistance n'ait rien fait. Elle l'a facilité à la hauteur de ses moyens. Cette sentence ne doit pas non plus occulter qu'en août, une fois les effectifs en FFI gonflés et l'armement renforcé, la guérilla se transforme en une insurrection. Mais surtout, résister n'est pas seulement un acte militaire, c'est aussi un acte politique qui permet au nouveau gouvernement provisoire d'exister aux côtés des Alliés. C'est un acte expiatoire qui contrebalance l'ignominie de la collaboration. Dernier point, les batailles de la libération sont autant de manifestations concrètes d'héroïsme sur lesquelles reconstruire la fierté nationale. Et oui, n'oublions jamais la dimension du symbole, évidemment. Le 14 juin 1944, c'est au tour du général de Gaulle de débarquer en Normandie. Il arrive à Bayeux dans son uniforme de général, de chef de la France libre et combattante, qui vient restaurer l'indépendance de la France et tenter, dans toute la mesure du possible, et elle sera grande, de rétablir sa souveraineté. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a une autre Normandie qu'on évoque presque jamais et où la résistance n'a pas vraiment tenu de rôle. Ce sont les îles anglo-normandes, ce territoire au large de la Normandie française où l'occupation a été très longue. Adolf Hitler était bien fier d'avoir occupé ces îles parce que c'était les seules îles britanniques sur lesquelles flottait le drapeau à croix gammée. D'ailleurs, pour un petit point juridique, les îles anglo-normandes ne font pas directement partie de la Grande-Bretagne. Elles sont une dépendance autonome de la couronne britannique. Ça, c'est pour jeter une pierre dans le jardin d'Hitler, qui n'avait pas besoin de ça. Il a reçu toutes les bombes possibles à Berlin. Les Anglais sont donc fiers d'expliquer qu'aucune troupe allemande n'a jamais posé le pied en Grande-Bretagne. Bref, Hitler n'en occupe pas moins Jersey et Guernesey. Il est tellement fier que ces îles connaissent une troupe d'occupation très nombreuse au vu de l'enjeu véritable, bien plus nombreuse que nécessaire si vous voulez. Et lorsque le débarquement a lieu sur les plages normandes, un espoir va naître chez ces habitants des îles anglo-normandes. Et malheureusement, ils vont devoir attendre encore car à aucun moment leur cas n'a été évoqué. Les troupes de libération se tournent directement vers l'intérieur des terres. Vous savez comment ça s'est passé, avec cet objectif d'aller pousser assez vite en direction de l'Allemagne. Et c'est ainsi que les troupes allemandes stationnées sur les îles ne vont pas bouger. Quand la Normandie sera complètement libérée, les habitants de Jersey, de Guernesey ainsi que les troupes armées sont tout de même un peu dans l'expectative. Il n'a pas été prévu de les ravitailler. Voilà les îles coupées de tout, coupées de tous, complètement isolées. Voici ce qu'écrit Jean-Baptiste Pattier dans D-Day, histoire mémorable du débarquement. Je le cite. Pour se nourrir, la population et les Allemands sont obligés de manger les chiens et les chats. Le thé, boisson si prisée, est élaboré à base de carottes et le café avec des glands. Certains soldats de la Wehrmacht sont aperçus en train de faire les poubelles pour trouver de quoi manger. Les baillis de Jersey et Guernesey demandent de l'aide auprès de Londres et de la Croix-Rouge internationale. Les 27 et 28 décembre 1944, 100 000 colis seront finalement apportés par l'USS Vega pour être distribués aux civils et pour le plus grand soulagement des Allemands. Mais quelques mois plus tard, les habitants et l'occupant manquent toujours de vivres sur les îles anglo-normandes. Alors, dans la nuit du 8 au 9 mars 1945, vers 1h du matin, les Allemands de la 319e division d'infanterie
opèrent un raid sur Granville et son port pour se ravitailler en vivres et en charbon. 250 soldats allemands participent à ce raid. Une partie du commando s'attaque aux installations portuaires et coule plusieurs cargos britanniques. Une équipe formée de 40 Allemands s'attaque au Normandie Hotel et à l'Hôtel des Bains, où ils tuent et font prisonniers les officiers alliés. Les Granvillais, libérés depuis bientôt 8 mois, sont surpris, choqués, traumatisés et très en colère. Complètement fou cette opération dans une ville qui était libérée, qui croyait en gros que pour elle la guerre était finie, qui voit débarquer ces Allemands venus tout simplement chercher des vivres pour nourrir tous ceux qui sont stationnés à Jersey et à Guernesey. Ce n'est que le 9 mai 1945, donc au lendemain de la capitulation allemande du 8 mai, que les troupes d'occupation se rendront aux Alliés, faisant des îles anglo-normandes, qui sont à 80 km à vol d'oiseau des plages du débarquement, libérées depuis si longtemps maintenant, un des tout derniers territoires libérés en Europe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Après le débarquement de Normandie, les Alliés ont été plutôt convaincus du bon usage qui aurait pu être tiré de la résistance française. À la fin du mois de juillet 1944, les troupes alliées ont largué près de 19 000 containers remplis d'armes et de munitions au-dessus de la France. Et tout ça était destiné, bien sûr, à être réceptionné par les groupes de résistants qui s'étaient tellement accrus dans les derniers temps. On en avait seulement, pour vous donner un élément de comparaison, au mois de juin, on en avait seulement parachuté 6 000. Et là, on est à 19 000, vous voyez. Et les Alliés comptabilisaient 140 000 résistants armés à ce moment-là. Le général Marshall écrit dans un de ses rapports: nos rapports montrent que les troupes de la résistance française se battent bien, et ce, même contre les forces régulières allemandes. Et je crois que nous devrions faire tous les efforts raisonnables possibles pour leur donner plus de ravitaillement et d'équipement. Ça, c'était l'avis des Américains. Ça l'avait, d'une certaine manière, été depuis longtemps, entre nous soit dit. Cette résistance, elle prouvait au monde que la France n'était pas restée passive face à l'occupant. Elle, avec les moyens qui étaient les siens, elle avait œuvré, et ça allait jouer un rôle absolument décisif dans tout le règlement politique du conflit, elle avait œuvré à aider à recouvrer la liberté. Vous écoutez Radio Classique.